Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. On va parler du Bitcoin qui a cassé le seuil des 60 000. Mais on voit qu'il reste encore cette résistance qu'il va falloir franchir, même si, encore une fois, le comportement du Bitcoin n'est pas trop mauvais, d'accord? Il est même excellent. Et puis, on le voit bien, si vous vous en rappelez, l'historique, c'est ça, c'est tout d'abord la Chine ici, la réaction donc du Bitcoin qui est extrêmement négative suite effectivement à la décision de la Chine de bannir, etc. On a ici une hausse, une baisse, mais surtout la zone des 40 000. Et cette zone des 40 000, pendant plusieurs mois, elle a joué de résistance, elle a servi de résistance. On avait la zone des 30 000. Ça a cassé légèrement. Beaucoup disaient, ça y est, c'est la fin du monde, etc. Mais en fait, on a eu une grosse arnaque par là. Et puis ensuite, effectivement, la tendance qui s'est installée, qui était quand même plutôt positive. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir sur pourquoi c'est monté, est-ce que ça va durer, est-ce qu'on va aller sur les 100 000 et quels sont bien évidemment les risques. Alors aujourd'hui, pourquoi ça monte? La grande raison, c'est l'ETF sur le Bitcoin. La SEC va enfin donner son autorisation et donc ça, c'est quelque chose d'énorme puisque depuis 2013, il y a des personnes qui demandent ou des institutions qui veulent créer un ETF sur le Bitcoin. Donc ça explique en grande partie l'effervescence autour des crypto-monnaies et bien évidemment, beaucoup disent la prochaine étape, c'est les 100 000. Et si on casse effectivement cette zone, qu'est-ce qui va empêcher le Bitcoin d'aller sur les 100 000? Rien, si ce n'est encore une fois voilà une nouvelle de la part de la SEC ou quelque chose qui va surprendre les marchés comme l'a fait la Chine ces derniers mois. Donc le Bitcoin, et d'ailleurs la Chine qui est en train toujours de taper, de sévir, et en novembre, il sera interdit de faire quoi que ce soit sur les cryptos. Est-ce qu'on va atteindre finalement le niveau des 100 000? Est-ce que c'est encore tenable? Et quid de la régulation? Donc tout d'abord, la hausse, elle est justifiée par de nombreux points positifs. On a tout d'abord Bullard et Gensler qui annoncent que publiquement, qu'ils ne comptent pas bannir les cryptos, contrairement à la Chine. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une situation où la Chine bannit publiquement, interdit, rend hors la loi les cryptos. Les États-Unis disent, nous, on n'est pas comme la Chine, on ne va pas bannir. Donc ça, c'est quelque chose de très positif et le marché l'a perçu comme ça. Ensuite, la décision de légaliser un ETF sur le Bitcoin qui est imminente, on en parle de plus en plus. Donc, vous voyez ici la SEC qui va effectivement accepter ou valider un ETF sur les cryptos, sur le Bitcoin. Et vous voyez ici la SEC qui va permettre au premier ETF sur les Bitcoins sur futur. Attention, parce que la SEC, elle a bien saisi la nuance. Les futurs, les contrats à terme sont des contrats plutôt institutionnels. Il y a quand même une grosse réglementation autour. Et donc, ils le disent. Voilà, donc il y aura un ETF sur le Bitcoin sur futur. Et said it provide significant investor protections. C'est-à-dire pourquoi on va le faire par le biais de ProShares sur ce type de Bitcoin. C'est parce que ça donne effectivement à l'investisseur une protection supplémentaire. Suite à ça, bien évidemment, on a eu une forte hausse des cryptos et il faut savoir que ça a démarré véritablement en 2013. Regardez ici toutes les candidatures pour les cryptos. Donc, on voit pas mal d'ETF qui sont prêts à être lancés sur le Bitcoin. Donc ça, c'est la première grosse nouvelle. Et on a une fièvre, on le voit ici, ça c'est très intéressant, ça c'est le tweet de la SEC récemment. Et là ils disent, avant d'investir dans un fonds qui détient des bitcoins futurs, faites attention de mesurer les risques et les avantages. Officiel, le 14 octobre 2021. Et donc vous voyez le tweet, il y a 13 000 likes, 1400 commentaires, et puis pas mal de partages, etc. Mais c'est assez intéressant. Et on voit ici le Bitcoin qui a pris $1000 suite à ce tweet. Pourquoi? Parce que ça confirme encore une fois cette idée selon laquelle l'ETF sera bientôt validé. Encore une fois, on n'a aucune certitude. Mais là, c'est le marché qui achète à fond la rumeur. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde se dit, ça y est. Et vous voyez qu'il y a quand même de plus en plus d'optimisme par rapport à cette idée d'ETF sur le Bitcoin. Autre nouvelle positive,
on a notre ami Poutine. Et Poutine, il a quand même un point de vue très nuancé sur le Bitcoin, très positif. C'est un chef d'État très réputé, il a beaucoup de fans, etc. dans le monde. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, je vais accepter, il dit, he accepts crypto's role in making payments. Il accepte le rôle des crypto-monnaies dans le fait d'effectuer des paiements. Mais bien évidemment, il dit, voilà, il a signalé sa tolérance aux crypto-monnaies. Bien évidemment, il y a de plus en plus d'inquiétudes, de mesures de rétorsion à l'égard des cryptos dans le monde entier. Et il dit, la crypto-monnaie a le droit d'exister et elle peut être utilisée comme un moyen de paiement. Ça, c'est dans une interview à la CNBC. C'est juste énorme. Et on peut le comprendre parce que, encore une fois, la Russie dépend du dollar, comme la Chine, etc. Maintenant, la Chine a banni purement et simplement les cryptos. Par contre, ici, Poutine dit autre chose. Il dit, voilà, la crypto a le droit d'exister. Est-ce qu'il le fait pour contrarier les Américains ou est-ce qu'il le fait parce qu'il y pense vraiment? Mais par contre, il dit, voilà, il a mis en garde, he cautioned, it was too soon, donc il était trop tôt de parler d'utilisation des crypto-monnaies pour le trading du pétrole et d'autres matières premières qui sont finalement le gros des exportations de la Russie. Donc, il accepte le rôle des cryptos. Donc, on voit quand même que il y a du négatif avec la Chine, mais là, c'est quand même pas rien et c'est quand même assez positif. Et pourquoi, encore une fois, les autres raisons positives qui expliquent la hausse du Bitcoin? La recherche de valeur refuge, clairement. Et aujourd'hui, les politiques monétaires expansionnistes, l'inflation qui revient. Donc, tout ça explique pourquoi, finalement, les cryptos montent ou ont progressé ces derniers temps. On a, et là, c'est intéressant d'avoir le point de vue des pointures dans le monde de l'investissement. J'ai pris 3 pointures. J'ai pris Ray Dalio, qui est le plus gros gérant de hedge fund au monde. J'ai pris BlackRock, le CEO Larry Fink, le CEO de BlackRock, qui est quand même le plus gros gestionnaire de portefeuille au monde. On parle de 10 000 milliards de dollars. Et j'ai pris Jamie Dimon, qui est le PDG de la JP Morgan, qui est la banque la plus importante au monde également. Les 3 sont sceptiques. Et les 3 ont un point de vue qui est intéressant. Alors, je vais d'abord commencer par l'article qui porte sur, finalement, est-ce que le fait d'avoir un ETF sur le Bitcoin est nécessairement une bonne nouvelle? Est-ce que c'est quelque chose, effectivement, qui va littéralement changer la donne? Et cet article est très intéressant, on voit ici que beaucoup de personnes disent, c'est déjà le cas aujourd'hui. On n'a pas besoin d'avoir des ETF pour acheter du Bitcoin. C'est juste que, attention, maintenant c'est régulé, maintenant c'est institutionnel, mais on a par exemple la big boss du trading, des options de trading sur Kraken, Jutika Shu, qui dit, voilà, ça existe déjà et on n'en a pas vraiment besoin. On a également des solutions qui proposent, PayPal, Grayscale, etc. On a également, voilà, des gens qui disent, oui, ça va être positif, mais attention, c'est déjà le cas et ça reste effectivement sur des produits dérivés. Et Stéphane Ouellet qui dit, ce sera une bonne chose, mais ça ne va pas être un game changer. Donc, l'idée qui est partagée, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas nécessairement finalement vendre à la news? C'est-à-dire, si la SEC annonce la régularisation d'un ETF sur le Bitcoin, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Donc ça, c'est encore une fois le point de vue. Maintenant, ce point de vue très intéressant de Ray Dalio, moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que j'aime beaucoup la personne. Il est sage, il est tempéré et en même temps, il a fait des choses de dingue. Il a aujourd'hui c'est le plus gros gérant de hedge fund au monde à ma connaissance. Et voilà, il est vraiment énorme. Et il dit, at the end of the day, à la fin, si le Bitcoin et les cryptos réussissent, si c'est un succès, ils vont le tuer et ils vont essayer de le tuer. And I think they will kill it because they have ways of killing it. Donc, Ray Dalio, il dit c'est génial, le Bitcoin, l'innovation, etc. Mais il dit, mais les régulateurs, si ça devient une menace pour les autorités, ils vont le tuer. Vous pouvez ne pas partager son point de vue, vous pouvez dire qu'il est complètement à côté de la plaque.
c'est pas un anti-crypto. Il le dit même lui-même. J'ai investi. Vous voyez tout en bas. Voilà. J'ai un peu de Bitcoin. Pour moi, c'est une très bonne alternative au cash. Et j'ai un petit pourcentage de Bitcoin dans mon portefeuille, d'accord, comparé à l'or. Maintenant, il est important effectivement de considérer d'autres. J'ai également un peu d'argent dans le Bitcoin. C'est une réalisation énorme d'avoir pu réaliser le Bitcoin et d'arriver à ce stade. Mais encore une fois, pour lui, le Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque. Il a totalement raison, mais comme le dollar et comme l'or également, même si l'or c'est un peu différent, mais il n'y a pas vraiment de valeur intrinsèque. Et pour lui, sur un plan fondamental, ça ne vaut pas grand-chose, d'accord? Néanmoins, il le dit, il l'explique. There are so many things in a historical perspective that did not have intrinsic value and had perceived value. Donc, il y a beaucoup de choses ou d'actifs sur un plan historique qui n'avaient pas de valeur intrinsèque, de valeur fondamentale, mais qui avaient une valeur perçue intéressante ou importante. Et c'est le cas des cryptos. Donc, point de vue très intéressant de Ray Dalio. D'accord? Ça, c'est la première personne. Jamie Dimon, lui, il est un peu plus cash. Et lui, il nous dit, voilà, ça ne vaut rien. Et il remet en question cette notion de 21 millions de Bitcoin, etc. Pour lui, ça n'a aucune valeur. Maintenant, bien évidemment, ils ont du business. Il y a des clients qui demandent du Bitcoin et ils leur offrent. Mais voilà, c'est du Jamie Dimon tout craché. Le gars, c'est quand même il est excellent. Alors, on a posé la question à Larry Fink. Et Larry Fink, comme je vous l'avais dit, c'est le PDG de BlackRock. Et on lui a demandé, voilà, est-ce que tu penses la même chose que Jamie Dimon? Il dit, oui, je suis dans le même camp que Jamie Dimon et je pense que le Bitcoin n'a aucune valeur. Maintenant, il y a des opportunités dans la blockchain et blablabli, blablabla. On est effectivement dans le même registre. Donc, pourquoi je vous développe ça? Parce que, encore une fois, et pour moi, le point de vue le plus intéressant, ça reste le point de vue de Ray Dalio. C'est quel est l'intérêt pour les dirigeants d'accepter une monnaie concurrente? Et donc là, encore une fois, moi, je suis convaincu qu'ils sont en train de se poser cette question. Et les États-Unis sont en train, la Chine comment dirais-je, a donné sa réponse. C'est nous, on ne veut pas de concurrents et on va bannir le Bitcoin. Mais les États-Unis ont un enjeu bien plus important parce qu'ils ont la monnaie la plus importante au monde, le dollar. Donc, est-ce que les États-Unis vont laisser faire ou est-ce que, comme l'a dit Ray Dalio, ils vont vraiment tuer les cryptos mais de manière intelligente, à l'américaine. C'est-à-dire, ils vont pas te dire on va te tuer, mais ils vont mettre tellement de lois, tellement de trucs qu'ils vont tuer le truc. Nous, encore une fois, on n'en sait rien. On essaie juste d'analyser la situation. Alors maintenant, troisième point, et ça c'est l'objet d'une autre vidéo qui va venir sur les stablecoins, grosse vidéo. Et la question qui se pose, c'est quelles sont les vraies intentions des régulateurs? Est-ce qu'ils veulent vraiment tuer les cryptos? Ou est-ce que pour eux, c'est super, c'est génial et il y a un business à faire? Alors, il y a deux choses intéressantes. Premièrement, c'est quoi les cryptos aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente? Il y a un papier récent qui dit que les cryptos, c'est une exposition de 7 000 milliards de dollars. Il y a 7 000 milliards de dollars de valorisation sur les actions qui sont exposées au risque sur les cryptos. Et donc, il y a quand même 52 boîtes qui représentent une capitalisation boursière de 7 100 milliards de dollars de capitalisation, c'est quand même énorme, qui ont une certaine exposition aux crypto-monnaies. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ça. C'est le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre qui dit la crise ou les crypto-monnaies pourraient causer une crise similaire à celle des subprimes. Et là, il dit les crypto-monnaies pourraient déclencher une crise financière mondiale si des réglementations strictes ne sont pas mises en place. Et il a comparé le taux de croissance du marché des crypto-monnaies, qui est aujourd'hui de 2300 milliards, alors qu'avant c'était 16 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est 2300 milliards de dollars. Au marché des subprimes, qui ne représentait que 1200 milliards de dollars en 2008. Donc, c'est 2 fois plus important que les subprimes. C'est
pas moi qui le dis, warning, 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 c'est le gouverneur adjoint de la Banque centrale d'Angleterre. Et il dit, lorsque quelque chose dans le système financier se développe très rapidement et se développe dans un espace largement non réglementé, les autorités de stabilité doivent agir. Et bien évidemment, moi, comme je vous l'avais dit, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Il y a probablement des régulations. Peut-être que ces régulations seront positives. Peut-être que ça permettra de créer beaucoup plus, d'éliminer finalement les boîtes qui sont douteuses, de créer un certain ordre, une certaine structure dans le monde des cryptos. Peut-être que finalement ce sera un mal pour un bien. C'est-à-dire que peut-être qu'on aura une baisse, mais ensuite ça va mettre de l'ordre, qu'on aura pas mal de boîtes qui vont disparaître et ensuite on aura que les cryptos les plus intéressantes, les plus puissantes. Encore une fois, on n'en sait fichtrement rien. Moi, j'aime bien comparer le monde d'aujourd'hui au monde des valeurs technologiques de la fin des années 90, début des années 2000, où finalement 90% des valeurs technologiques ont disparu. Certaines sont restées. On a eu de nouvelles qui se sont créées par la suite, Facebook et compagnie. Et on voit bien que ce n'est que le début, d'accord ? Que derrière, il y a quand même des enjeux qui ne sont pas négligeables. Et on va le voir ensuite avec tout ce qui est stablecoin, parce que là, il y a effectivement des choses très importantes. Merci infiniment les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y aura une régulation qui va tuer le Bitcoin ? Est-ce que, au contraire, la régulation sera finalement plus une régulation où tout va rentrer dans l'ordre et il y aura des règles strictes, etc., qui seront finalement positives pour le monde des cryptos ou qui est considéré par Gensler aujourd'hui comme le Far West? Et est-ce que ces régulations seront un mal pour un bien à long terme? Merci infiniment et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.